Nous sommes engagés. Public. Bienvenue aux Engagés publics cette semaine, aux Engagés publics, un épisode régulier. Ça fait longtemps qu'on n'était pas toute la gang avec vous. Donc là, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Comme vous pouvez voir, on est nombreux. On est 6. Puis aujourd'hui, on a du nouveau. Premièrement, on est heureux d'accueillir nos auditeurs de télévisuel de Cube. Donc, on est maintenant à Cube. Sur la chaîne Cube Télé. On est le samedi matin à 8h et le dimanche à 15h. Puis on est en rotation aussi pendant ces 2 journées-là. Fait que je pense qu'on passe 6 fois. On n'est pas seulement sur Cube Télé, on est aussi sur YouTube, on est aussi sur Facebook, on est sur Apple Podcast et compagnie. Donc, gênez-vous pas. Puis allez nous donner des 5 étoiles, allez faire des likes, abonnez-vous aux Engagés publics parce qu'il y a du nouveau aux Engagés publics. Vous n'avez pas rêvé, vous avez vu dans le groupe un nouvel engagé public, un nouveau participant. On a l'honneur, le bonheur d'accueillir Farnell Morissette avec nous pour nos épisodes réguliers. Salut Farnell, merci de te joindre à nous. C'est vraiment apprécié. Je pense que tout le monde est bien content. Hein? Tout le monde, gang, on est très content. C'est vraiment une bonne nouvelle. On est plutôt fiers de pouvoir accueillir Farnell avec nous. Donc, on est avec Farnell, mais on est aussi avec Benoît Tardy. Salut Benoît. Salut Denis. On est aussi avec Jérémy Lepage. Bonjour Denis, ça va bien? Jay. On est avec Marie-Christine Lamontagne. Salut Marie-Christine. On est aussi avec Louis-Philippe Valiquette. Salut LP, comment tu vas? Ça va bien, toi? Donc, ça va très bien. Puis évidemment, oui, il y a moi aussi, Denis Martel, qui est au micro. Mais moi, j'ai pas. Je fais juste faire un peu de trafic à travers tous ces gens-là qui sont avec nous ce soir pour traiter de différents sujets d'actualité. Ce qu'on vous propose, vous le savez, les engagés publics, on est des anciens des geeks de politique, des anciens qui se sont impliqués en politique à différents niveaux. Puis c'est aussi vrai pour Farnell. Farnell ne déroge pas à cette règle-là. Il a été directeur de campagne dans certains contextes. Si vous voulez savoir exactement lequel, allez écouter une des entrevues, la première entrevue que j'ai faite avec lui, qui est disponible. Vous allez tout avoir ça sur YouTube. Donc, c'est ça, des amateurs de politique, des geeks de politique. On traite d'actualité. Chacun notre tour, on va on va aborder un certain sujet. Vous avez choisi certains sujets que vous voulez sur lesquels vous voulez nous parler. Puis après ça, on fait un tour de table, chacun notre tour comme ça. Fait que c'est le 110% de la politique ce soir. On commence avec Farnell, justement, pour cet aspect-là. Farnell, tu as choisi un sujet, tu veux nous parler de Québec solidaire. Oui, parce que j'ai l'impression que, on est dans une période, dans la phase, dans le cycle électoral, si vous voulez, où les partis sont un peu en train de peut-être se rattraper, peut-être se reconsolider. Et puis, j'ai l'impression que devant Québec solidaire, au moins à ma lecture, il y a une certaine croisée des chemins à savoir si Québec solidaire veut se présenter à être un parti de gouvernance, de gouvernement qui pourrait potentiellement former un gouvernement ou que Québec solidaire soit un parti qu'on pourrait dire de revendication. Je fais souvent un peu référence à ce que j'appelle un parti de Overton, dans le sens de la fenêtre d'Overton, qui est un concept politique qui veut que ça peut être une stratégie politique parfaitement viable d'intentionnellement se positionner à l'extérieur de ce qui est viable au sens politique général, au sens de ce que les gens sont prêts à accepter, dans le but de tirer un peu la moyenne, la norme, dans la direction qu'on veut aller, en sachant que ça veut dire qu'on sacrifie un peu notre capacité, notre droit de soi-même être dans le courant dominant, dans le cas d'un parti politique, de former le gouvernement. Puis, j'ai l'impression, particulièrement peut-être avec, d'un côté, je dirais, le style de communication de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole du parti, qui, lui, semble très clairement être, ou à ma lecture, au moins, semble être partant pour vouloir être un parti de gouvernance, de gouvernement. Et puis, peut-être certains aspects, certains éléments de la base militante qui, eux, semblent plutôt attachés au rôle revendicateur, au rôle progressiste de la rue de Québec solidaire. Puis je sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de Québec solidaire. Puis de façon plus générale, la façon que Québec solidaire va se positionner là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire pour le reste de l'ensemble politique québécois? On a l'habitude de voir, on s'attend à voir Québec solidaire très militant, très engagé. Puis ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est que
on est en droit de se demander s'ils vont adopter un volet un peu plus un peu plus calculateur pour pouvoir accéder au pouvoir. On a Marie-Christine qui s'est présentée pour Québec solidaire. Hein, Marie, tu as déjà eu d'ailleurs, on voit encore tes pancartes. Tu as eu ton visage sur une pancarte pour Québec solidaire. Me trompe-je? Oui, en fait, j'ai non seulement eu ma face sur une pancarte électorale, mais j'ai contribué à mettre sur pied le premier réel parlementaire de Québec solidaire en 2018, après la campagne. D'ailleurs, si je tasse ici, on peut voilà. voir, là, je suis chez ma mère ici, donc mes deux pancartes du Bloc et de QS. Je ne sais pas si la résolution était assez correcte pour vous. Moi, on l'a vu, mais bon, effectivement, vous pouvez trouver ça sur Internet. Ce que je vous dirais, c'est qu'en 2018, quand Québec solidaire est rentré au pouvoir, il y avait une énergie, un vent dans les voiles qui était vraiment très rempli d'enthousiasme et rempli de porteurs aussi d'énergie. Puis l'intention, c'était justement de se mettre crédible au pouvoir pour prendre le pouvoir et faire les transformations de la société qu'on veut. Donc, l'intention en 2018, amenée notamment par Gabriel Nadeau-Dubois et par d'autres, je pense notamment à Ruba Gazal, qui a vraiment un profil ministériel. C'était ça au début, mais on avait l'impression que ça s'est un petit peu effrité depuis 2018, depuis l'énergie qu'il y a eu. En 2022, la campagne n'était pas aussi importante. Moi, je suis d'accord avec Farnell. Il y a des questions à se poser. Il faut que les partis tirent un peu sur la fenêtre d'Overton pour savoir qu'est-ce qui est acceptable. Mais moi, ma question, c'est dans le contexte en ce moment, là, avec notre mode de scrutin qui favorise les gagnants, avec notre régime parlementaire qui ne laisse pas la place à ajouter sa valeur ajoutée, mais un parti ne peut pas simplement dire « je suis là pour bonifier le gouvernement ». Toutes les partis doivent aspirer au pouvoir. Donc, dans le contexte en ce moment, cette question-là se pose pas, mais elle devrait se poser. Puis je pense que c'est une question qu'on doit avoir, une réflexion profonde à faire là, encore en société. Quand tu parles comme ça, tu parles comme une personne qui se sent encore impliquée à Québec solidaire. Quand tu dis « on doit ça », est-ce que tu parles pour le parti? Parce que moi, je me suis toujours demandé, puis la question est ouverte pour Farnell aussi, est-ce que les militants sont prêts à accepter que le parti soit un peu plus calculateur? Ben, juste rapidement, Denis, vu que tu m'as interpellé, quand je parlais de 11, je parlais de la société en général. On doit se poser parce que c'est pas juste une question qui concerne Québec solidaire, ça peut concerner d'autres tendances à l'autre extrémité, comme par exemple le Parti conservateur du Québec. On dira ce qu'on voudra, ils ont quand même eu un vote substantiel. Puis si cette énergie-là se canalise pas dans la maison du peuple, qui est censée être l'Assemblée nationale du Québec, où va-t-elle se canaliser? Donc, ces questions-là, c'est plus dans une perspective générale. Farnell, je l'amenais. Ouais, ben moi, je questionne peut-être la prémisse qu'il faut absolument que tous les partis aspirent à former le gouvernement pour pouvoir avoir un effet. Puis, tu sais, même, Denis, tu dis calculateur dans le sens, il faut être calculateur pour former le gouvernement. Mais, tu sais, je pense, par exemple, au fédéral, en tout cas, au moins, une blague que j'ai entendue souvent dans mes cercles, c'est que si tu veux savoir c'est quoi le programme du Parti libéral du Canada dans 10 ans, regarde le parti du NPD il y a 10 ans, le programme du NPD il y a 10 ans. Et puis, à quelque part, c'est pas entièrement faux, je pense. Alors, si l'objectif, c'est d'être calculateur pour faire avancer certains dossiers, pour faire avancer certaines politiques, ben, ça peut être une stratégie parfaitement viable de se dire, nous, on va être là pour, nous étant Québec solidaire ici. c'est ça, précisé pour moi, là, c'est important, ça. Oui, c'est ça. On va être là pour faire avancer ces idées-là, pour que ça chemine dans l'imaginaire public, pour que éventuellement ça devienne tellement populaire que les partis qui, eux, aspirent à la gouvernance vont être obligés de l'inclure dans leur plateforme. Et puis, c'est entièrement possible d'être un parti qui est très confortable à jouer l'opposition perpétuelle dans un objectif de faire avancer plus ses projets que son pouvoir. Et puis, moi, j'ai l'impression que si à être un stratège de Québec solidaire, je pense que la question qui se poserait, qu'il faudrait vraiment qu'il soit au cœur des discussions entre le parti et ses militants, ce serait laquelle de ces stratégies-là qu'on veut prendre. Puis j'ai pas l'impression, en tout cas, encore une fois, je suis pas dans les instances de Québec solidaire, là, mais j'ai pas l'impression que cette discussion-là est vraiment en train de se faire. Jay, tu voulais intervenir sur le dossier. Qu'est-ce que tu voulais amener à la discussion?
Ben, premièrement, je trouve ça très intéressant, très intéressant. Moi, j'aimerais l'amener plus de l'optique où, selon moi, je pense que Québec solidaire a intérêt et va constamment chercher à dire à ses membres euh, qu'ils aspirent à être le gouvernement et qu'ils souhaitent faire le gouvernement. Parce que ça démotiverait énormément de gens, je pense, au niveau des membres de QS, de leur dire hey, tu vois la révolution qu'on veut faire, mais on va pas vraiment la faire. On va continuer à la faire dans l'opposition. On va la faire dans l'opposition parce que ça va être plus efficace, autant à court, moyen ou long terme. Sauf que moi, je suis d'avis, puis je pense que c'est un peu, si je comprends bien ce que Farnell peut-être suggère ou pense, je pense que Québec solidaire aurait intérêt à rester là où il est, on va dire, idéologiquement, mais se concentrer à être ce parti d'opposition-là qui fait des discussions, qui provoquent des débats, qui provoquent des discussions pour faire avancer les causes qui lui sont chères sur le long terme. Alors qu'à contrario, si tu cherches, selon moi, si Québec solidaire cherche à vouloir prendre le pouvoir, à être au gouvernement, il n'y aura pas le choix, selon moi, de se camper moins à gauche, de revenir plus au centre, d'agrandir sa base de futurs électeurs et au final, moins vendre puis moins défendre l'idéologie de pourquoi QS existe. Fait que si tu veux mieux défendre tes affaires, je pense que QS devrait accepter l'idée que oui, dans la société dans laquelle on est, il faudrait que tu le fasses plus au travers le fait d'être un parti d'opposition de gauche, puis tu provoques les débats, tu chiales, tu amènes des sujets, tu fais de la belle politique. Mais si à essayer d'être le gouvernement comme je pense qu'ils prétendent vouloir l'être, puis qu'ils vont continuer à dire à leurs membres, on va la faire pour vrai la révolution, mais je pense pas que c'est la meilleure façon sur le long terme de faire changer les choses, parce que tu es obligé de concéder une panoplie de valeurs puis d'idées pour essayer de plaire à d'autres politiquement. Puis là, ben, tu fais juste, je sais pas comment dire, mais tu fais juste un peu te corrompre peut-être par rapport aux motifs qui ont créé ce parti-là. Mais passons aux propos de Catherine Dorion. C'est un peu ça. Dans son livre, elle opposait la stratégie du bon élève à l'Assemblée nationale pour faire évoluer les choses, puis l'espoir punk. Dans le fond, ce que vous décrivez, Farnell et Jay, c'est l'espoir punk, de dire tu propages des idées, tu fais avancer des points de vue, ça se propage à la société, puis c'est ça qui fait en sorte que la fenêtre d'ouverture se déplace et que les idées avancent. C'est intéressant, Marie, parce que c'est exactement un des éléments effectivement, que Catherine Dorion nous a expliqué ici. Puis, ça ne nécessite pas nécessairement. Puis moi, j'ai pas l'impression que Québec solidaire souhaite. En tout cas, Gabriel Nadeau-Dubois, il se voit ailleurs que dans cette mission-là de militant, lui. Lui, il a cru pour vrai. Puis je parle au passé. Moi, je me permets de parler au passé parce que je pense qu'en réalité, en ce moment, sa popularité, sa façon de travailler les choses, il traîne un peu le parti par le bas, mais je pense pas qu'il soit là pour se satisfaire d'avoir cet impact-là. Je sais pas ce que tu en penses, Jay. Non, je suis pas mal du même avis. Je pense que autant pour les gens, dans ce que Marie-Christine a dit, s'il y a des gens qui militent puis qui veulent faire avancer leurs idées, leurs choses, leurs valeurs, puis qui le font pas au travers de la politique, ben quand bien même, je pense qu'ils ont quand même besoin d'avoir des personnages puis des idéals, des politiciens qui sont là puis de sentir OK, j'ai tel député, j'ai tel député, j'ai tel député qui pensent la même chose que moi puis qui sont là dans l'arène, dans la jungle pour faire avancer les choses, les mêmes choses que je pense. Fait que même, oui, peut-être t'as pas besoin théoriquement de faire de la politique, mais tu as besoin de voir qu'il y a des gens qui pensent comme toi, qui en font, puis qui sont là pour défendre ce que tu défends. Sinon, mais c'est démotivant. Sinon, ça mène peut-être à s'engager publiquement puis à se présenter toi-même en politique pour justement aller les défendre là où ça compte vraiment dans l'arène, au Salon Bleu, changer les lois à ta manière. Je pense que quand on parle de la partie sur le long terme, on oublie peut-être aussi le fait que plus qu'on avance certaines idées, puis surtout pour un parti comme Québec solidaire qui s'adresse peut-être à un public plus jeune, ben est-ce qu'on peut s'imaginer un moment où il y a de plus en plus de jeunes, là, les gens qui sont de moins en moins jeunes, peut-être continuent à être gagnés aux idées de Québec solidaire, puis finalement, la partie sur le long terme, c'est plutôt de continuer à garder ces gens-là dans notre giron. Je parle de façon hypothétique, là, Denis, si tu veux une définition de qu'est-ce que le nous dans cette phrase. Donc, on garde les gens qu'on a déjà acquis dans le giron, puis on essaie d'avoir de plus en plus de jeunes qui aiment nos idées, qui se joignent à ce parti-là. Puis, tu sais, je vois aussi le scénario où, sur le long terme, même si on pense pas être au gouvernement dans 5, 10,
ans, 15 ans, peu importe, on voit peut-être notre poids devenir de plus en plus grand de ce point de vue-là démographique. Farnell, je te laisse le mot de la fin concernant notre premier topo. Ben, j'ai l'impression que ce que LP, tu dis, ça a un peu été la réalité du Parti québécois, du moins quand il a commencé. C'est un parti à ses tout débuts était très jeune, et qui a été capable de justement garder cette génération-là tout en faisant venir d'autres. Mais ça, j'ai l'impression que quand le Parti québécois a commencé cette stratégie-là, c'était une stratégie qui était claire, qui était connue, et aussi que c'était une stratégie qui avait un aboutissement, qui c'était pas un théorique dans 35 ans. C'était quelque chose qui voyait venir relativement rapidement. Alors, moi, je sais pas. Peu importe comment on se trouve sur l'échiquier politique, je pense que tout le Québec, politiquement, a gagné. Est-ce que Québec solidaire se pose cette question-là, peut-être sérieusement, et arrive à une réponse qui est en équilibre, tant du côté de son leadership que du côté de ses militants? Merci beaucoup. Donc, ça a cassé la glace. C'était notre premier topo. Maintenant, on est prêt à passer au topo de JJ. Tu veux nous parler de ta... En fait, c'est moi qui t'ai demandé ça. Je suis... Ouais, j'ai tripé ben raide. Faut que vous sachiez, chers auditeurs, que Jérémy Lepage est un créateur de contenu de génie. Vous pouvez le suivre sur TikTok, vous pouvez le suivre sur Facebook, vous pouvez le suivre. Là, vous allez, si je mets la caméra sur tout le monde, vous allez voir qu'il fait son... Génie, tu pousses un peu fort, là. Non, je le crois. Je suis probablement le plus grand fan du contenu créé par Jérémy. Puis, il a démarré une initiative qui appelle, c'est sa série 31 vidéos. En fait, je pense que pour 31 arguments pour détruire... pour détruire le Canada, alors que c'est pour déconstruire En fait, Jay, je vais te laisser nous le présenter. En fait, t'as raison, j'utiliserai pas le mot détruire. Je veux pas m'accaparer le côté obscur de la force pour détruire. Je suis vraiment pas... J'ai pas de haine envers le Canada. Ouais, c'est important de le dire. C'est un autre pays. Respecter, c'est un beau pays à sa façon, mais c'est juste pas le mien. Puis, en ce sens-là, pour la petite histoire que tu viens d'introduire, Denis, oui, je vais embarquer sur la petite série, mais en gros, moi, c'est drôle de la manière dont je l'ai vécu parce que ça fait longtemps que j'ai ce livre-là que Pascal Bérubé m'a donné quand j'ai travaillé un petit peu à l'Assemblée nationale à l'époque. 31, je sais pas si on le voit bien, on le voit mal. Hein? Non, 31 arguments pour le Canada. C'est dans le fond un document, un recueil d'arguments qui a été fait par le Conseil de l'unité canadienne, qui a été distribué en 95 pour convaincre les gens que c'est donc un beau pays, le Canada, et qu'il faut rester dedans. Voter non en 95. Bref, c'était un peu ça la mission de ce document-là. Moi, Pascal Bérubé m'a donné ça, il m'a dit « Yo », mais il m'a pas dit « yo » comme ça, mais en gros, ça voulait dire moi, ça traîne dans mon bureau depuis des années, puis peut-être que toi, tu pourrais faire de quoi avec ça. Puis ça m'a toujours mijoté dans la tête de « OK, je pourrais faire quelque chose pour... » on va dire, utiliser ça. Cette ressource-là qui traîne, qui est quasiment comme une denrée rare, c'est un archive aujourd'hui, un document comme ça qui recueille 31 arguments que le Canada a déjà voulu mettre de l'avant pour le camp du non. À l'époque, moi, je n'étais même pas né. Moi, pour qui la cause d'indépendance du Québec, c'est super important. Fait qu'en gros, j'étais en Thaïlande, puis il y a un gars qui travaille pour le Fonds indépendantiste du Québec qui m'a écrit, encore une fois, yo, si jamais tu as des idées pour faire la promotion de l'indépendance du Québec, n'hésite pas, puis on va peut-être pouvoir te financer et tout. Puis là, moi, j'étais comme, il y a des gens qui prennent le temps de m'écrire. C'était très flatteur pour moi. Ça démontre pas mal ce que je disais sur la qualité de ton contenu. Là. Je suis pas le seul à le reconnaître. Continue. Il y en a qui apprécient, il y en a qui apprécient pas. J'ai dû hate, voir quasiment les menaces de mort des fois. En tout cas, ça fait partie du jeu. Mais bref, cette personne-là m'a écrit, c'était très valorisant. J'étais comme, ouais, dans le fond, je devrais vraiment me botter le cul parce que ça fait 3 ans bientôt peut-être que j'ai ce livre-là. Puis j'ai toujours pas utilisé le contenu de ça. Puis je suis convaincu que ça pourrait être super pertinent, drôle, puis même bon pour la cause. En tout cas, bref, il m'a dit ça. Je me suis dit, parfait, je vais m'imposer. Je vais comme l'afficher publiquement. Je vais dire, OK, puis là, c'est ça que j'ai fait il y a 1 mois et demi. Je vais faire une série vidéo sur ce livre-là, sur ce document-là, 31 arguments pour le Canada, puis je vais prendre le temps, vidéo par vidéo, de déconstruire un argument comme bon me semble. En général, c'est 2 pages pour un argument. Là, moi, je suis un peu pris, Denis. Tu sais, dans les Reels Instagram et les TikTok, il faut que ça soit court, sinon c'est pas regardé. Ouais, 1 minute 30. Vertical. Fait que là, c'est souvent, en plus, ça part sur des mauvaises prémices, du genre,
le Québec reçoit de la péréquation. Fait que, non, au niveau de l'éducation, non, on n'a pas besoin de chialer. Construire. C'est leur argument sur l'éducation. Fait que moi, je me suis prêté au jeu de OK, mais il y a 31 arguments, je vais faire 31 vidéos. Je sais pas si je vais en faire 31 parce qu'il y en a que c'est vraiment bâclé. Peut-être que je vais prendre une vidéo pour en résumer 2. Il y en a que ça se ressemble. Mais bref, j'ai commencé à faire ça il y a 1 mois et demi. Pour l'instant, j'ai fait 3 vidéos. Puis je continue à faire ça au travers de mes études, au travers de mon travail. Puis j'ai des bons commentaires. Je suis vraiment content. Fait que je suis très content de m'être lancé là-dedans. Si je peux me permettre, je vais faire juste une petite aparté sur le Fonds pour l'indépendance qui finance d'autres types d'initiatives. On voudrait les saluer. Il finance aussi Génération Oui, qui est un super balado que je vous invite à découvrir, à écouter. Donc, tapez Génération Oui, vous allez le trouver facilement. C'est des jeunes souverainistes qui consacrent leur création de contenu là, à faire avancer la cause de l'indépendance. Puis ils ont aussi eu un beau support, là, une belle reconnaissance du Fonds pour l'indépendance. Écoute, je m'excuse les gars, j'ai le goût tout de suite, puis Marie, les gars et Marie, j'ai le goût tout de suite de demander à Farnell ce qu'il pense de l'initiative de Jay. Puis aussi, j'ai le goût d'interpeller Farnell à savoir, reçois-tu ça, toi, des menaces dans le cadre, parce que tu es aussi un créateur de contenu talent, on peut te suivre sur TikTok, on te voit partout. Est-ce que tu reçois des menaces puis des différents commentaires difficiles à recevoir? Oui. Malheureusement, oui. Écoute, ma politique à moi, c'est que je rentre pas dans les détails parce que les gens qui font ce genre de commentaires-là, ce genre de menaces-là, ils veulent de l'attention. Puis ce qu'ils veulent savoir, ce qu'ils veulent faire, c'est ils veulent me voir réagir émotivement ou autrement, savoir qu'ils m'ont ébranlé. Alors, j'en parle juste pas, puis c'est ma politique. Puis je veux dire, je pense que c'est une bonne politique. Là. D'ailleurs, on divague un peu, mais quand les médias ont décidé de montrer Paul Saint-Pierre Plamondon avoir une réaction émotive devant des menaces du genre, je pense que c'était une grosse erreur, pas nécessairement parce que c'était inapproprié que les médias montrent un politicien en émotion, mais parce que ça encourage d'autres personnes à faire exactement le même genre de choses. Parce qu'on voit que ça a un impact. Petit aparté là-dessus. Mais à vrai dire, pour l'initiative, je trouve ça fascinant. J'adore, je veux dire, des petites capsules informatives qui abordent un argument, un point de vue. Je peux qu'être favorable à ça. Mais moi, ça veut dire, je suis fasciné à savoir la prémisse, la base. C'est un document qui date de quand même il y a presque 30 ans. Puis, je veux dire, si ça a été fait pour le référendum en 95, je veux dire, je peux déjà imaginer, il y a des arguments là-dedans qui sont clairement désuets ou qui ont été abandonnés depuis longtemps. Je pense qu'il va sûrement avoir quelque part là-dedans une discussion sur l'idée que le Québec n'est pas économiquement viable en tant que pays, chose que tous les fédéralistes, ou presque, ont reconnu est faux. Je veux dire, je pense que même Jean Charest a dit que oui, un Québec indépendant serait entièrement capable de s'autofinancer. Tu vas faire quoi quand tu vas être rendu à des choses qui sont totalement dépassées du genre? Ben c'est ça, c'est un peu à ça que je voulais en venir, ben, que je serais venu si, tu sais, quand je vais arriver là-dedans, puis je vais être comme, OK, argument 24, je sais pas, autonomie ou je sais pas quoi, puis comme, il y a rien à dire. C'est qu'il y a des affaires là-dedans que je pourrais dire, OK, je vais faire une vidéo sur la 27e argument, mais elle est tellement pas bonne que je ferais une mauvaise vidéo. Puis là, est-ce que je veux faire une mauvaise vidéo parce que je vais dire quoi sur un argument bidon qui passe sur une fausse prémisse, alors qu'il y en a que c'est intéressant. Puis ultimement, c'est un peu mon défi, moi, en 1 minute 30, essayer de rejoindre des gens qui peuvent, mettons, s'y connaître dans certains arguments en termes, je m'y connais un peu dans ce dossier-là, mais aussi de rejoindre puis d'essayer de convaincre des gens qui s'y connaissent pas pantoute puis qui n'ont jamais entendu parler de ça. De le faire en peu de temps, puis d'essayer de rester captivant, fait qu'il y a un petit peu d'humour, mais pas trop. Quelle ligne j'essaie de pas dépasser. Fait que c'est un peu ça mon défi là-dedans. Jay. Mais ouais. Faut que tu restes toi-même. J'ai vu Benoît réagir pendant que tu nous présentais ça. Mais en fait, pendant que Farnell parlait, Benoît? Ben, je suis pas convaincu, moi, que l'argumentaire fédéraliste a beaucoup évolué, mais moi, je suis pour ça, moi, que l'argumentaire fédéraliste évolue, mais j'ai peur que les 31 arguments, il n'y ait pas de temps changé. Tu penses qu'ils vont nous les resservir? Je pense que oui. Ben, c'est ça, ouais. Mais ultimement, une autre affaire, comme je peux terminer là-dessus, une affaire que j'aime de ce projet-là dans lequel je me suis lancé, c'est que moi, ultimement, là, je veux pas dire nécessairement ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, c'est faux. Moi, je veux juste comme ouvrir la discussion. Puis là, en plus, c'est un bon temps, je trouve, dans la conjoncture politique où il y a un parti souverainiste qui gagne de l'ampleur dans les sondages. Puis moi, je veux juste ouvrir la discussion sur des sujets dont les souverainistes ne parlent pas assez, comme la monnaie, l'armée, les ententes internationales. Qu'est-ce qu'on va faire avec ci, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Des sujets que même les souverainistes n'osent pas aborder parce qu'ils savent même pas quoi dire.
parce qu'ils savent que c'est un terrain glissant. Puis moi, je veux pas arriver en disant, tiens, c'est ça qu'on va faire, parce que je n'ai pas cette prétention-là de dire, OK, c'est ça qu'on va faire. Mais Je sais même pas, moi, qu'est-ce qu'on va faire. Exemple par rapport à la monnaie, mais je veux qu'on ouvre la discussion, je veux qu'on en parle. Je veux que les gens aient une opinion. J'ai vu que tu avais déjà des capsules où tu faisais des propositions. Tu étais déjà dans les capsules 2.3. Tu fais des entre-capsules pour proposer des solutions. LP, ça t'inspire quoi, toi, quand tu regardes cette initiative-là? Moi, je trouve que c'est... Tu sais, d'engager ce dialogue-là, comme tu dis, Jérémy, c'est vraiment génial parce que c'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on veut faire. Puis tu sais, moi, j'aimerais que dans les commentaires de tes capsules, il y a quelqu'un qui sorte un vrai argumentaire fédéraliste qui fait du sens. Puis je présume que ça n'arrivera pas. Là. Mais c'est vrai que ça arrive pas souvent. Qu'est-ce que tu as dit, excuse? C'est vrai que ça arrive pas souvent. En fait, un vrai bon argument fédéraliste, ce serait « Je suis attaché au Canada, j'y tiens personnellement, c'est mon identité, j'ai pas envie de sortir de ça. » Mais quand je te parle de monnaie, puis que le Québec pourrait faire ci, faire ça, là, les gens peuvent avoir une opinion, peuvent dire « OK, ben je suis pas d'accord pour fixer ça à telle devise, je suis pas d'accord pour qu'à court terme, on garde la devise canadienne. » Il y en a qui vont orienter leur réflexion plus au niveau politique. Il y en a qui ça va être plus culturel. Moi, je veux une monnaie québécoise tout de suite, au tenté. Il y en a qui sont plus en termes de pouvoir économique. C'est quoi la meilleure chose qu'on puisse faire d'un point de vue économique en termes de pouvoir d'achat, en termes de monnaie quand le Québec va être indépendant? Puis c'est pas trop abordé. Fait que, bref, c'est ça. Je veux juste ouvrir la discussion. Je veux pas être démagogue et dire c'est ça la bonne chose. Même moi, je sais pas nécessairement c'est quoi. Sauf que si je peux en parler, puis en parler au travers ce chef-d'œuvre, mais dans le mauvais sens, parce que ça, c'est un chef-d'œuvre, mais pas dans le bon sens. Ben, ça va me faire plaisir. Dans l'ordre des valeurs négatives, c'est un grand homme. Y a-t-il quelqu'un qui voulait ajouter un truc là-dessus avant qu'on passe au prochain sujet? Vas-y, Marie. Mais, juste rapidement, moi, je remarque ici, toi, Denis, tu n'as jamais participé. En 95, tu n'avais pas l'âge de voter. Oui, j'ai voté en 95, puis j'ai viré la plus grosse brosse de ma vie au Colisée de Québec suite à la défaite. Je veux le raconter parce que c'est un élément qui me fait rire à chaque fois. J'étais au Colisée de Québec pour la soirée des résultats, puis du dévoilement des résultats. Puis à un certain moment, on dépassait les 50%. J'avais commencé à prendre un petit verre. J'étais certain que c'était fait. Je fêtais. Puis là, je buvais. Puis c'était la folie dans ma tête. Puis à un moment donné, je me suis reviré. J'ai commencé à regarder autour de moi, puis il n'y avait plus personne dans le Colisée. J'étais tout seul. Puis j'ai compris qu'on avait perdu, puis j'en revenais pas. Je ne le croyais pas. Puis la brosse a continué, mais ça, c'est une autre histoire. Marie, je te laisse poursuivre. Oui, bien, mon point, c'était pour souligner qu'à part toi puis Benoît, ici, c'était du monde. Donc, moi, Farnell, LP et Jay, qui n'avons jamais participé à ce débat fondamental pour la question constitutionnelle du Québec, le statut du Québec. Et donc, là, à tous ceux qui répètent que c'est un débat qui est dépassé et autres, moi, j'aimerais qu'on constate qu'il y a une effervescence, qu'on constate qu'il y a des discussions qui sont de plus en plus nombreuses, qu'il y a une jeunesse qui a soif de ces grands projets-là. Donc, c'est intéressant de voir ça dans cet angle-là. Il y a une effervescence qui se passe au Québec. Donc, si on est capable de cultiver cette énergie-là, il peut y avoir des grands projets de société qui naissent de ça. Et c'est enthousiasmant parce que je pense que dans tous les cas, on a besoin de sortir du statu quo. En ce moment, on a besoin de faire avancer la société. Et je Christine dire qu'on participe en ce moment et pas juste qu'on n'a pas participé, parce que c'est pas juste quand il y a un référendum qu'on participe, c'est en tout temps. Puis c'est quelque chose qu'on fait dans le présent. En fait, c'est ça que je suis en train de me dire. Je dis, pauvre, tu sais, premier soir qu'on invite Farnell avec nous, puis je vous dis, je trouve que c'est très, très, très souverainiste comme balado jusqu'à maintenant. Je dis pas que ça cause un problème, mais on tombe sur un soir où on est particulièrement sur l'indépendance. Je t'ai vu, Jay, lever le doigt. Je sais pas si... qui voudrait... On va faire un dernier tour sur ce sujet-là. Jay, j'ai vu que tu avais le doigt levé. Farnell, voulais-tu, toi, ajouter un truc? Ouais, juste que je me réserve le droit de répondre aux vidéos de Jay à l'avenir si jamais je crois qu'il y a peut-être quelque chose que je peux ajouter. J'assume mon point de vue, mais tu sais, je suis très d'accord avec LP, l'idée que c'est pas vrai qu'on n'a jamais participé à cette discussion-là. Juste le fait que on n'était pas en âge de voter, ça veut pas dire au référendum, ça veut pas dire qu'on n'a pas été capable de participer à plein d'autres façons, à plein d'autres manières de faire
d'avoir ces débats-là, ces discussions-là. Je suis pas tant fervent de l'idée que la seule façon qu'une société peut avancer, c'est dans un grand vote, un grand soir où tout change. Je pense qu'on peut en faire beaucoup plus que moins en voyant ce qu'on fait présentement. Maintenant, là, notre discussion maintenant, ça fait partie du processus aussi, puis je pense qu'il faut le respecter, ça aussi. Théâtre dans le théâtre. Je pense, Jay, tu voulais ajouter un dernier truc, puis après ça, on va revenir à Ouais. Marie pour son topo. 2 derniers trucs. Premièrement, les commentaires charnels sur mes vidéos vont toujours être les bienvenus. Être en désaccord critique, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est très correct. Il n'y a vraiment rien de mal à ça. Il y a plein de gens qui peuvent ne pas être souverainistes, puis c'est très correct. Mais si moi, je te demande pourquoi tu ne l'es pas, puis pourquoi tu penses que le Québec ne devrait pas faire ses propres choix, et je pense que je suis en mesure de demander, aie des bons arguments, puis dis-moi pourquoi, puis c'est très correct. Puis d'avoir la discussion. Deuxième chose, très d'accord avec Christine, il n'y a pas, tu sais, comme l'idée de faire ses propres choix, ça ne devrait pas, dans la tête de tous les Québécois, se dire, OK, on a fait cette décision-là en 95, puis plus jamais on la reprendra. L'idée que le Québec puisse faire ses propres choix, c'est légitime de se la redemander n'importe quand. Puis si on a à faire un 3e référendum, ce sera légitime de le faire parce que cette question-là, elle est tout le temps légitime. Selon moi. Merci beaucoup. Super bon tour de table pour notre 2e question. On va maintenant passer à notre 3e topo. On va en avoir 4, chers auditeurs. Aujourd'hui, c'est ça, Marie, tu nous as proposé de parler de Meta qui restreint le contenu politique par défaut. On a vu ça passer surtout sur Instagram. Je suis content que tu en parles parce que je pense que c'est important pour nos auditeurs. Si on veut que les contenus, entre autres, des engagés publics continuent à être vus, c'est important de sensibiliser les audiences à cette réalité-là. On t'écoute, Marie. Oui, donc c'est ça, tu l'as dit, Meta a annoncé qu'elle allait bannir le contenu à saveur politique de ses... du moins, elle allait plus le mettre dans les suggestions des Reels, là, des plateformes. De base, c'est désactivé. Si tu souhaites le réactiver, tu peux aller dans tes paramètres puis aller le cocher différemment. Mais c'est un effort à faire parce que par défaut, Meta a décidé de limiter les contenus qui sont montrés, qui ont des sujets politiques. Mais qu'est-ce qu'un sujet politique, me direz-vous? Eh bien, c'est pas clair. Super bonne question. Oui. À définir, c'est pas clair. Ce qu'un porte-parole de Meta a dit, c'est des choses qui concernent le gouvernement, les lois, les élections et les sujets sociaux. Donc, ça peut impliquer beaucoup de choses, beaucoup de monde. Ça peut impliquer du monde qui font de la pédagogie, ça peut impliquer du contenu un petit peu plus politique. Mais là, ce qui est dommage, c'est que ça soit fait par défaut. Pourquoi il offre pas l'opportunité à ceux qui n'en veulent pas d'aller mettre un filtre pour le bloquer? Pourquoi c'est par défaut? Parce qu'il y a plein de monde qui sont peut-être indifférents face à ce contenu-là, mais que s'ils en voient passer dans leur fil d'actualité, ils vont arrêter, ils vont écouter, puis ils vont avoir appris quelque chose ou du moins réfléchi quelque chose. Puis tu sais, ils vont poursuivre après ça leur journée. Puis moi, c'est ça que je trouvais dommage parce qu'en ce moment, on limite de plus en plus les occasions où des gens différents peuvent se voir puis réfléchir ensemble, notamment via les médias sociaux, sur des questions qui les concernent. Et tu sais, les engagés publics, les auditeurs des engagés publics qui écoutent ça souvent vont me voir venir de loin. Parce que la démocratie, c'est quelque chose d'important pour moi. Puis il y a des enjeux démocratiques réels avec cette tentative-là de Meta. Comment on va discuter des choses de la société? Parce qu'une démocratie, là, c'est pas juste des droits que ça t'accorde, il y a aussi des obligations qui viennent avec le fait de vivre en démocratie, notamment d'avoir une population informée. Bien sûr, là, tu as le droit là, de décider de rester indifférent. Mais si la structure des choses fait en sorte que c'est plus facile pour toi d'être indifférent que de t'informer et de contribuer, mais il y a quand même un problème. Parce qu'il faut rendre ça accessible aux gens et intéressant. Fait que tout ça là, me laisse croire qu'on vit une crise de la démocratie. C'est quelque chose que j'ai dit. C'est comme un vieux couple là, qui a cessé de mettre des efforts dans la relation avec la démocratie. On a oublié de prendre soin l'un de l'autre, de réinventer notre rapport avec elle. Puis là, notre relation avec elle commence à s'effriter. Puis je pense que c'est des questions sérieuses qu'on va devoir réfléchir. C'est une trame de bien des défauts en ce moment, mais c'est parce que on a laissé aller la démocratie, on l'a prise pour acquise, puis avec le temps, ça fait l'étau qu'on voit aujourd'hui où les États-Unis, qui sont censés être les porte-étendards de la démocratie, vivent des signes d'effritement
qui sont très inquiétants. Puis on va voir en novembre, là, avec les élections présidentielles, vers où les États-Unis vont décider de s'en aller. Je pense que dans ce contexte-là, Meta essaye justement de s'enlever des épines du pied. Tu sais, je pense que c'est une entreprise qui prend des décisions en fonction de ses affaires, des affaires. Et donc, c'est des décisions d'affaires. Gérer ce type de contenu-là, ça leur demande du travail, ça les amène à vivre des situations potentiellement problématiques. Ils ont eu à gérer la désinformation reliée à cet aspect-là. Moi, on a vu la même chose avec les contenus journalistiques. Pourquoi ils s'en éloignent? Parce qu'en réalité, le gain en vaut pas la gestion. Moi, je pense que la question est simplement là. Le vrai problème, c'est comme tu le dis, selon moi, Marie, c'est qu'on a mis notre discussion collective entre les mains d'une organisation comme celle-là. Jérémy, j'ai vu que tu voulais intervenir sur ce sujet-là. Non, pas particulièrement, mais je vais quand même le faire. Non, c'est pas vrai. Non, j'adore ça. Moi, c'est ça, là. En fait, tu viens juste de dire ce que je veux dire, en fait, Denis. OK. Le fait que Facebook, dans le fond, Meta, c'est une entreprise privée. Fait que c'est là un peu où moi, j'ai de la misère là-dedans. C'est que oui, c'est super. Comme tu viens de dire, la problématique, c'est qu'on regarde ça d'un mauvais œil en se disant, ben non, moi, je veux continuer à avoir mes informations journalistiques ou politiques ou médiatiques au travers de mon application. Mais comme, c'est pas un droit, ça, utiliser Facebook. Genre, c'est une entreprise privée comme un autre. Si l'entreprise décide de fermer, là, genre, c'est une entreprise qui décide de faire faillite ou de fermer, OK, je ferme la porte, puis moi, j'arrête ça de faire un réseau social. Puis comme c'est une entreprise comme un autre qui met la clé dans la porte, puis c'est genre, ce serait très correct. Genre, elle a le droit de faire ça. C'est pas comme si, à l'inverse, si c'était une application du gouvernement qui là commençait à censurer, là, ce serait différent parce que là, c'est comme, OK, t'es notre gouvernement, il y a des comptes à rendre. Là, c'est une entreprise privée qui fait ça. Fait que oui, je trouve ça dommage, mais une part de responsabilité vient des consommateurs des réseaux sociaux, de à quel point on a commencé à se fier sur Facebook pour aller chercher Facebook notamment pour aller chercher notre information, et que là, c'est moins possible, et que là, ça crée des frictions au niveau de ben là, comment je vais aller la chercher mon information, puis si je la choisis, est-ce que je vais rentrer dans des bulles sans même m'en rendre compte, puis là, ça ouvre peut-être la porte, toutes choses étant égales par ailleurs, à plus de désinformation. Puis ça, c'est un enjeu. Mais c'est aussi un enjeu selon nous parce qu'individuellement, on a pris la mauvaise décision de mettre beaucoup d'œufs dans le même panier, celui de Facebook, pour aller chercher de l'information. Je pense. LP, est-ce que ça t'inspire un commentaire? Oui, ben, c'est peut-être en réaction à ce que Jay, tu viens de dire. Je pense qu'on peut aussi rappeler que les entreprises privées aussi ont des responsabilités, mais ne sont pas envers nous, sont envers leurs investisseurs. Ils ont une responsabilité de faire de l'argent. Ouais. Fait que je suis tout à fait d'accord avec le fait que peut-être que ces responsabilités-là ou ces orientations-là sont en compétition avec nos besoins en tant que citoyens. Puis ici, quand on regarde, ben, est-ce qu'on enlève ça? Comme tu disais, Denis, on s'enlève une aiguille du pied, puis comme ça, il y a moins de publicitaires qui vont éviter de nous appeler parce que on a tel genre de contenu qui est souvent mis en surface sur notre plateforme. Puis si oui, ben voilà, pour avoir de la publicité, pour pouvoir faire de l'argent, ben on enlève le lieu qui était devenu de facto le lieu de discussion publique. Tu sais, puis cette réalité-là, je réappuie sur le fait que c'est une entreprise privée, ils ont des chiffres. Ils ont des KPI, ils voient les données, puis c'est fort probablement pas un domaine à fort potentiel pour eux si ils nous l'évacuent comme ça. Farnell? Ben, tu sais, je dirais, moi, faisons attention quand on dit, c'est une compagnie privée, hein, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que Meta en particulier sont très, très bons pour glisser entre on est une plateforme, on est une compagnie privée, on est la place publique, on est un gérant des obligations collectives, dépendant de comment ça fait leur affaire politiquement, légalement. Quand vient, par exemple, le temps où le gouvernement ou les gouvernements veulent les tenir responsables pour leur part d'avoir participé à la radicalisation de certains individus en leur proposant du contenu radicalisant par leur algorithme. Là, soudainement, ils disent « Ah non, on n'est pas une compagnie privée qui peut être tenue responsable comme n'importe quelle autre. On est une plateforme, on n'est pas responsable pour ce qui se fait dire sur nos plateformes. On est la place publique digitale. On devrait être traité comme un organisme de liberté d'expression. » Mais là, quand
ils veulent commencer à exercer un certain contrôle pour des raisons qui, je crois, sont fondamentalement plutôt commerciales. Là, soudainement, ils sont prêts à dire, ben oui, mais on est une compagnie privée, on peut faire ce qu'on veut. Faut faire attention à pas laisser les compagnies comme Meta avoir le beurre et l'argent du beurre. Puis je pense que on tombe un peu trop souvent à jouer leur jeu, à les laisser redessiner les lignes sur le plancher selon ce qui fait leur affaire. Alors, je nous cautionne là-dessus. Mais pour revenir à l'idée de cacher par défaut le contenu politique, moi, j'y vois, je peux comprendre. Pour les gens qui sont pas nous, là, pour les gens qui veulent aller sur Instagram pour voir les photos de chiens de leurs amis, je comprends qu'ils sont pas intéressés par du contenu politique nécessairement, puis je comprends que ça peut être chiant voir du contenu qui est généralement polarisant, généralement qui rend fâché. Pour le user experience, je peux comprendre ça, mais moi, j'y vois vraiment plus. D'un côté, c'est une façon de faire en sorte que les politiciens vont être obligés d'acheter de la publicité parce que par défaut, ils n'auront plus accès à l'algorithme naturel. Et je pense que de deux, Meta se souvient très bien de l'histoire de Cambridge Analytica, sont en train de regarder, et je pense sont peut-être impliqués dans ce qui se passe présentement avec TikTok aux États-Unis. Et ce qu'ils veulent être capables de dire, c'est non, nous, on est plus blanc que blanc, on fait pas de blanche. Nous, même par défaut, on montre même pas de contenu politique à nos usagers. Imagine l'image alors, que ça va les aider de cette façon-là, je pense. Comme si les contenus politiques avaient rejoint là, le type des contenus des mauvais contenus, des contenus problématiques. Tu sais, c'est quand même fou qu'on en soit rendu là. Marie, voulais-tu ajouter un dernier petit point rapidement parce qu'il faut que je me garde du temps pour notre dernier topo? Ben oui, rapidement sur ce que Farnell vient de dire avec TikTok qui menace d'être banni aux États-Unis s'ils prennent pas ByteDance, la compagnie mère, prend pas ses distances du Parti communiste chinois. Super intéressant, ça. On va où pour se parler, pour communiquer? Meta avec Facebook puis Instagram, Twitter avec Elon Musk ou TikTok avec l'ingérence étrangère. Il y a réelle question. Puis Farnell avait glissé le terme espace public digital. Alors, pour conclure ce petit topo-là, j'aimerais soumettre à la réflexion de tous, devrions-nous créer ce genre d'espace-là réellement public où on peut simplement se retrouver en tant que société et aller exister virtuellement, mais dans cet espace commun-là? Voilà. Merci de terminer le topo avec une question qui aurait pu nous relancer pour un autre 20 minutes, très certainement. Mais c'est quoi cette question-là, Marie? Je l'aime tellement que je pense qu'on va la remettre à l'ordre du jour de notre prochaine discussion commune. On passe maintenant à Benoît qui va nous parler de Brian Mulroney. On sait que Brian Mulroney est mort dernièrement. Il y a eu ses obsèques. Il y a eu toutes sortes de topos justement sur sa vie qui ont été diffusés. Toi, tu veux nous parler du beau risque, Benoît? Ben, en fait, moi, je veux parler de l'héritage de Brian Mulroney, mais surtout du côté, j'ai envie de dire, politique, puis du psychodrame qui a duré 10 ans là, entre 1980 et 1990. Si vous me permettez, je vais vous faire un résumé pour les jeunes. D'autres, on est les vieux, on se les fait dire tantôt. Là, je vais couper Guiron un peu. Là. Soyez indulgents. En 80, Trudeau père, il dit hey, il va y avoir du changement si vous votez non. Là. Un non, ça ne veut pas dire que tout va bien, tout est sous contrôle. Ouais. Le changement, ça a été le rapatriement unilatéral de la Constitution qui a été signé en 82 sans l'accord du Québec. Et puis, ça n'a pas été signé à ce moment-là, puis ça n'a pas été signé depuis. C'est important de le dire, ça. Après ça, là arrive Brian Mulroney. Il dit ouais, là, il me semble que ça n'a pas d'allure que le Québec n'ait pas signé la Constitution. Fait qu'on va essayer de ramener le Québec, puis la formule exacte, c'était dans l'honneur et l'enthousiasme. Ça a amené ce que René Lévesque, je pense, et d'autres ont appelé le beau risque, où là, il est arrivé plein de gens comme Lucien Bouchard, puis d'autres qui étaient plutôt, on va dire, ouverts à ce que la situation se règle. Hein? T'es prêt à écouter. T'es prêt à écouter. Puis là, bon, ça a donné l'accord du Lac-Meach. L'accord du Lac-Meach qui n'a pas passé, entre autres parce que Trudeau père encore l'a torpillé, puis ça tenait pas assez compte des peuples autochtones, puis il y avait plein d'affaires qui ne marchaient pas tout à fait. Mais dans ça, il y avait Société distincte, il y avait un paquet de pouvoirs intéressants pour le Québec là-dedans. C'était Robert Bourassa qui était premier ministre du Québec à l'époque, donc c'était pas un complot séparatiste, là. Tout le monde qui était assis à cette table-là était de bonne foi à vouloir que le Québec réintègre la Constitution canadienne.
Ça marche pas, Mitch. Là, ils font une espèce de patchage qui s'appelle l'accord de Charlottetown, qui, l'accord, lui, est soumis à un référendum pan-canadien qui est rejeté dans presque toutes les provinces, sauf l'Ontario, puis les provinces de l'Atlantique, là. Mais c'est 50 quelques % contre, puis tout le monde a voté contre pour toutes sortes de raisons. Et là, ça amène, comme s'il n'y avait pas déjà assez de drama dans l'affaire, ça amène Parizeau, qui est élu premier ministre du Québec en 94, puis le référendum de 95, qui a eu sa part de drama aussi. Qui m'a amené à ma pire brosse. Dont on parlait plus tôt. Exactement. Fait ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que là, il y a eu 10 ans où il y a eu, on va appeler ça pour résumer, 3 échecs constitutionnels, d'accords constitutionnels. Puis là, plus personne ne parle de ça. Réglé. Non. Il y a 25 % de la population d'un pays qui n'a pas signé la Constitution, puis c'est comme si c'était pas grave. Comme s'il y avait la Constitution, c'est pas si important que ça d'un pays. Je sais pas, ça m'agace, ça. Il me semble que je trouve que les Canadiens, puis d'autres aussi, bien les Québécois, malheureusement, sont pas assez intéressés par ce sujet-là. J'aimerais bien vous entendre sur ça. On commence avec qui? OK, j'ai des mains levées. On va y aller. Marie, on vient t'entendre. On va y aller avec Charnel. Ah oui. Il y avait 2 mains levées. Moi, c'est drôle parce que je me souviens quand je faisais des campagnes électorales du clan fédéraliste, les stratèges étaient heureux quand le Bloc parlait du lac Meach puis de Charlottetown, parce qu'ils se disaient, OK, parfait, le Bloc est en train de gaspiller du temps à quelque chose qui n'intéresse pas les électeurs. Puis c'est faux à dire, là, mais nous, on trouve ça aberrant. Puis je suis d'accord avec vous que c'est aberrant qu'on ait une constitution avec une des lois constitutionnelles fondamentales du Canada actuel, auquel il y a encore cette espèce d'astérisque-là qui existe. Mais ça, je veux dire, n'importe qui a fait une campagne électorale, c'est que quand tu vas cogner à la porte d'un électeur, d'une électrice, tu commences pas à parler de Lac Meach, puis de Charlottetown, puis des articles de la loi constitutionnelle. Cette personne-là, généralement, si tu cognes à sa porte, elle a besoin de savoir qu'elle va avoir une job, qu'elle va être capable de payer les couches de son enfant, puis que son boss va arrêter d'y voler des heures. C'est plate à dire, là, mais ces questions-là sont tellement théoriques et tellement loin de la réalité de tellement de gens que sans vouloir dire qu'elles sont pas importantes, je trouve qu'elles sont super importantes. C'est pas ça qui est dans la réalité critique actuelle. Et puis, généralement, si on regarde à travers le monde, les gros changements constitutionnels du genre arrivent seulement quand ça fait tellement mal aux gens qu'ils sont pas capables de les ignorer. Puis, on a beau croire que la situation actuelle est aberrante, je suis d'accord, elle fait mal à personne. Il y a personne qui est en train de souffrir, qui n'est pas capable de se nourrir, puis qui a froid pendant l'hiver parce qu'il reste cet astérisque-là sur la Constitution. C'est un drame quand même. Vas-y. Un drame pour qui? Je veux dire, la mère monoparentale qui n'est pas capable de se payer des couches, là, c'est pas son drame à elle. Oui, mais là, il n'y a aucun enfant qui a été... Non, attends. Là, on pourrait se lancer dans cette affaire. C'était quoi son affaire? Ça se bat pas dans les autobus. Ça se bat pas dans les autobus. Non, mais c'est niaiseux à dire. Ils ont eu une fouille je suis à nu de d'accord manière avec très vous que c'est respectueuse. niaiseux de dire ça, c'est niaiseux de parler de même. Mais ça reste ça. Ben OK. oui, mais... Donc, ceci explique cela. Ça veut pas dire que c'est correct. Ouais. Autant, on est d'accord. Moi aussi. Moi, je trouve ça déplorable que, justement, je comprends qu'il y a d'autres priorités puis que c'est pas la seule, mais il me semble que ça devrait être dans le paquet puis il me semble que ça devrait être une affaire que tout le monde s'entend pour régler. Mais tu sais, ça, moi, j'ai une question là-dessus. Je trouve ça intéressant. Puis, je peux comprendre que la mère monoparentale qui n'arrache pour acheter des couches, ça soit pas sa priorité. Par contre, que les oppositions talonnent pas un peu plus ou, tu sais, il me semble que ça sera un peu leur rôle. Il y a des gens, Farnel, dans notre système pour qui c'est le rôle, c'est le travail de régler ce genre de choses-là. Qu'est-ce qui fait que même à ce niveau-là, c'est complètement parti? Justement, l'opportunisme électoral? Qu'est-ce qui fait? Je pense que chaque fois que tu veux faire quelque chose comme ça, il y a une monnaie en politique, c'est l'attention publique. Je comprends qu'il y a des gens qui peuvent certainement travailler dans l'ombre, mais c'est pas dans l'ombre qu'on règle une question constitutionnelle. Une question constitutionnelle, ça doit, je crois, si on veut être de bonne foi avec nos idéaux démocratiques, ça doit se régler au plein soleil avec une décision qui est ouverte, qui implique tout le monde. Puis la seule façon que tu peux faire ça, c'est si tu es capable d'apporter de l'attention là-dessus. Puis la seule façon que tu peux apporter de l'attention là-dessus, c'est si les gens qui forment la masse démocratique qu'on respecte croient que c'est là-dessus que leur attention devrait aller. Présentement, c'est pas le cas. LP, voulais-tu amener... Ben, je pense que, justement, comme
comme tu disais, Farnell, tu sais, le clan fédéraliste, là, ils n'ont pas vraiment avantage à parler de ça aussi, puis ils n'ont pas nécessairement avantage à régler cette question-là. Comme tu dis, Benoît, ça a créé un mélodrame qui a duré au moins une décennie et plus. Pourquoi est-ce qu'il irait se rejeter dans ce mélodrame-là qui crée encore plus d'insatisfaction pour peut-être le clan qui est plus lésé que l'autre? Puis au final, si encore on dit les gens du clan fédéraliste sont pas intéressés par ces questions-là déjà d'un point de vue électoral et ensuite veulent pas se jeter dans cette arène-là, ils n'ont aucun intérêt à même penser cette question-là, surtout dans le cas où ça change pas grand-chose dans la vie du monde de tous les jours. Marie était debout sur sa chaise, elle me faisait des signes. Elle veut intervenir. Je pense que tu as des choses à nous dire. Oui, donc merci Farnell d'être là ce soir. Je trouve que tu apportes beaucoup d'eau au moulin, c'est très intéressant. Et notamment, tu as dit quelque chose qui m'a fait réagir sur justement c'est quoi qui est payant en politique. Moi aussi, je l'ai vécu, une campagne politique, et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment désolant. C'est-à-dire que avec les campagnes permanentes à l'ère des communications, où les communications sont accentuées, accélérées, les politiciens veulent quelque chose qui capte l'attention puis qui rejoint directement les gens. Donc, on est un peu dans ce cercle vicieux-là où ce qui est populaire dicte qu'est-ce qu'on va parler, puis ce qu'on va parler est dicté. En tout cas, c'est une roue qui s'alimente. Mais le problème avec ça, c'est qu'on perd de vue l'intérêt supérieur, l'intérêt commun qui devrait normalement être porté par tous nos politiciens, outre la partisanerie. Il y a une chose que j'aimais de René Lévesque, c'est que, mettons, avec des choses comme Point de mire, il faisait en sorte de traiter des sujets compliqués, de le rendre intéressant et accessible à monsieur, madame, tout le monde, parce qu'à mon sens, idéaliste, c'est ça, être un politicien, c'est d'informer les citoyens sur leurs propres intérêts. Et ce volet-là est de plus en plus délaissé justement parce qu'on est en l'ère des campagnes permanentes où on veut dire ce qui va nous faire élire et non ce qui devrait être entendu. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, on n'a pas envie d'en parler. Mais ce qui est intéressant à dire, c'est que le droit constitutionnel, là, ça semble aride, là, mais c'est le contrat de notre société. C'est tout ce qui fait en sorte qu'on existe en tant que quantité politique. Donc, c'est hyper pertinent de le comprendre et d'en parler et d'y réfléchir. Comment c'est possible qu'on ait un contrat avec le Canada qui a des effets sur nous, mais qu'on n'a jamais signé? C'est ça qu'il faut se demander. La loi constitutionnelle n'a jamais été ratifiée de manière formelle. Donc, il y a une problématique. Moi, c'est une grande incompréhension pour moi de comprendre que ça puisse faire effet alors que ça n'a pas été ratifié. C'est un non-sens juridique. Et pas juste ça. On pense, mettons, dans la position des fédéralistes du Canada anglais. Stephen Harper a essayé de réformer le Sénat. Il n'a pas pu le réformer à cause des mécanismes de modification de la loi constitutionnelle qui sont trop sévères, qui demandent l'unanimité des provinces quand ça touche aux caractéristiques fondamentales, notamment le Sénat. Ce qui fait en sorte que depuis l'échec des projets portés par Brian Mulroney et des référendums, on est dans un statu quo constitutionnel pour l'ensemble du Canada. Donc, c'est cette perspective-là qu'il faut comprendre. Si on veut réformer l'organisation de notre société, qu'on soit québécois ou albertain ou en Colombie-Britannique, on est coincé en ce moment à cause qu'on a un carcan constitutionnel qui nous empêche de faire ces modifications-là. Donc, c'est un sujet sérieux. Et je pense qu'on va en parler plus dans l'avenir. Écoutez, ici, en tout cas, on en parle. Moi, ce que je trouve fascinant ce soir, c'est de voir, on le disait tantôt, il y a 4 de nos 6 participants qui ont jamais eu l'occasion de voter pour dans un référendum pour l'indépendance, mais finalement, ça a alimenté nos discussions toute la soirée. Vous êtes... c'est encore excessivement présent. Il y a de quoi à régler, là. Il y a encore quelque chose à régler. C'était ça mon point. Là. Vas-y. Ben, c'est ça, c'est que c'est pas réglé. Mais moi, l'intervention que je voulais faire, c'est, tu as parlé de Point de mire puis de René Lévesque. Moi, allons au tableau de Farnell. J'ai l'impression qu'il y a une petite inspiration René Lévesque, là, hein, non? C'était pas le premier de me le dire. Écoutez, moi, j'adore le concept de Point de mire. Je pense que quand on parle de justement quelqu'un, je veux dire, mais pour le faire, là, puis je sais, je le fais, puis c'est excessivement difficile, puis je sais que je me plante souvent. L'intelligence qu'il faut pour être capable
René Lévesque, toute seule, avec son tableau puis sa craie, était capable d'expliquer un sujet excessivement complexe comme la nationalisation de l'hydroélectricité d'une façon que n'importe qui a une intelligence normale et une capacité normale de lire et d'écrire et de comprendre était capable de comprendre. Ça, c'est magique pour moi. Puis si jamais un jour je peux arriver à ce niveau-là, je serais excessivement honoré. Mais là, je vais abuser du fait que j'ai encore le temps de parole parce que je veux juste répondre à l'idée que le Québec n'a pas du tout été représenté dans le patrimoine de la Constitution. Première chose, faut comprendre, la Constitution canadienne, c'est pas un document. Il y a plusieurs documents différents. On parle ici de la loi constitutionnelle de 1982, qui est celle qui n'a pas été signée par le Québec. Mais le gouvernement du Canada qui a fait ça, c'était le gouvernement de Trudeau-Père, qui était majoritairement composé d'élus du Québec. Plus que la moitié des députés fédéraux du Parti libéral de Pierre-Éliott Trudeau avaient été élus au Québec, souvent avec des majorités écrasantes. 74 sur 75 des députés fédéraux du Québec étaient libéraux. Qui appliquaient leur mandat. Pardon? Ils appliquaient leur mandat. Alors, tu sais, j'ai de la misère à dire qu'il n'y a pas de légitimité, que le Québec n'a pas été représenté là-dedans, parce que si on regarde ce qui se disait dans les mois, les années après le rapatriement de la Constitution, en Alberta, par exemple, même en Ontario, ce qui disait, c'est c'est les Québécois qui ont décidé entre eux, ça allait être quoi l'avenir du Canada. Ce qui est aujourd'hui, c'est plus du tout ça qu'on dit, mais à l'époque, là, c'était ça le sentiment à travers le Canada, à l'extérieur du Québec, que c'était les Québécois qui avaient décidé entre eux ça allait être quoi l'avenir du Canada, puis le reste du Canada n'avait pas été impliqué. T'es toujours pas en train de nous dire que si c'était l'Ontario qui n'avait pas signé, on n'en parlerait pas un peu plus? Je sais pas. Je serais curieux de savoir. C'est un contrefactuel super intéressant. Si c'était l'Ontario qui n'avait pas signé, on serait où aujourd'hui? J'ai l'impression que fort probablement que l'Ontario aurait signé depuis. Donc, c'est ce qui met un terme à notre épisode pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci aussi à vous, chers collaborateurs, d'avoir été présents. Donc, merci beaucoup, Marie, pour ta participation ce soir. Merci aussi, LP, d'avoir été présent. Ça fait plaisir. On était aussi en compagnie de Jérémy Lepage. Merci, Jérémy. Merci à toi, Denis. Très, très cool. Et en compagnie de Farnel Morissette. Merci beaucoup, Farnel. Comment t'as trouvé ta première expérience? C'était super. Merci, Denis. Merci à tout le monde aussi. Super belle discussion. On va te réinviter. Merci, Benoît Tardy, pour aussi d'être là avec nous. C'est Denis Martel qui est au micro. Des épisodes comme celui-là, vous le savez, on en a au-dessus de 200 quelques. On a 109 entrevues disponibles sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, sur Facebook. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode.